Après le départ d'Antoine pour Bruxelles, j'ai aussitôt séché mes larmes, transféré les 650 000 € de notre compte d'épargne commun et demandé le divorce le lendemain au tribunal. Une rupture radicale pour tourner la page. Le terminal de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle grouillait de monde. Je serrais fort la main d'Antoine, des larmes coulant sur mes joues de façon incontrôlable. « Antoine, est-ce que tu dois vraiment partir pendant 2 années entières ?» lui ai-je demandé, la voix étranglée par l'émotion. Antoine a doucement essuyé mes larmes, sa propre voix trahissant un certain pincement au cœur. « Léa, tu sais à quel point ce projet est important pour ma carrière. 2 ans, ça passe très vite. Je t'appellerai en visio tout le temps, mais tu vas me manquer. » J'ai enfoui ma tête contre sa poitrine. Il m'a tapoté doucement le dos. « Petite sotte. Tu vas me manquer aussi, mais c'est une opportunité en or pour notre avenir. À mon retour, nous aurons enfin assez d'argent pour verser un apport pour une belle maison dans un quartier agréable. » L'annonce de l'embarquement a retenti dans le hall. Antoine a déposé un tendre baiser sur mon front. « Attends-moi. » Je suis resté figé, regardant son dos s'éloigner derrière le portique de sécurité jusqu'à ce que ma vue se brouille à cause des larmes. Les voyageurs se pressaient autour de moi, personne ne prêtant attention à cette femme qui pleurait seule dans un coin. J'ai essuyé mes yeux avec un mouchoir, j'ai pris une grande inspiration et j'ai fait demi-tour pour quitter l'aéroport. Assise à l'arrière d'un VTC, je me suis appuyé contre la vitre, observant les rues familières de Paris défiler sous mes yeux embués. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Vous venez de raccompagner quelqu'un. » J'ai hoché la tête, sans prononcer un mot. « À vous voir si triste, ce doit être un petit ami ou votre mari. »« Mon mari » ai-je répondu doucement. Le chauffeur a soupiré. « C'est dur pour les jeunes couples de nos jours d'être séparés par le travail. Mais ne vous inquiétez pas, un homme bien revient toujours. » J'ai esquissé un faible sourire sans répondre. La voiture est bientôt arrivée devant notre immeuble résidentiel dans le Marais. J'ai payé la course et j'ai pénétré dans l'appartement qu'Antoine et moi partagions. Le logement vide résonnait au bruit de mes pas. Je me suis arrêté dans l'entrée, fixant la paire de pantoufles qu'il avait laissées près de la porte, et un rire amer m'a échappé. J'ai retiré mes talons hauts pour marcher pieds nus jusqu'au salon, puis je me suis effondré sur le canapé. Sortant mon téléphone de mon sac, j'ai ouvert mon application bancaire. Le solde de notre compte joint s'affichait clairement, 650 482,17 €. C'était l'intégralité des économies accumulées durant nos 5 années de mariage. Mon salaire y était directement versé chaque mois. Antoine prétendait que c'était plus simple pour la gestion financière. Je n'avais jamais posé de questions car j'avais toute confiance en lui. J'avais foi en notre mariage jusqu'à il y a 3 jours. Cet après-midi-là, j'étais parti plus tôt du travail pour lui faire une surprise. En approchant de notre immeuble, je l'ai aperçu qui sortait d'un café plus bas dans la rue, accompagné d'une autre femme. Elle tenait son bras sous le sien, et il riait avec une grande complicité. Je me suis figé. Antoine ne m'a pas vu. Il a raccompagné cette femme jusqu'au bord du trottoir pour lui héler un taxi. Avant qu'elle ne monte à bord, Antoine s'est penché et l'a embrassée sur la joue. Je me suis caché derrière un grand platane, le cœur serré comme dans un étau, la douleur m'empêchant presque de respirer. Une fois le taxi parti, Antoine a fait demi-tour pour rentrer chez nous. Je ne suis pas allé à sa rencontre. Au lieu de cela, j'ai fait un grand détour avant de rentrer à l'appartement. Ce soir-là, Antoine est rentré comme si de rien n'était. « Léa, désolé, j'ai eu une réunion tardive au bureau. Tu as mangé ?» Il s'est approché et m'a embrassé machinalement sur la joue. J'ai dû lutter contre l'envie de reculer. « J'ai déjà mangé » ai-je répondu avec un sourire forcé. « Je t'ai laissé une assiette au chaud dans le four. Tu es la meilleure, chérie. » Il a souri et s'est dirigé vers la cuisine pour réchauffer son dîner. Je me suis assise dans le salon, observant sa silhouette en mouvement, et soudain, il m'est apparu comme un parfait inconnu. Après le dîner, Antoine a abordé le sujet comme s'il s'agissait d'un détail de dernière minute. « Ah, au fait, Léa, l'entreprise a un gros projet à Bruxelles. Ils veulent que je le dirige. Je vais peut-être devoir m'installer là-bas pendant 2 ans. » Ma hand a tremblé, manquant de renverser mon verre d'eau. 2 ans? C'est tellement long. Oui, c'est un projet à long terme, mais c'est l'opportunité d'une vie. Mon patron m'a dit, si tu réussis ça,
ta promotion au poste de vice-président est garantie à ton retour. » Ses yeux brillaient d'excitation. « Et moi, alors ?» ai-je demandé d'une voix timide. Antoine s'est approché et a passé ses bras autour de mes épaules. « Toi, tu continues à travailler ici. Je t'enverrai de l'argent chaque mois pour les dépenses quotidiennes. 2 ans, ça passe en un clin d'œil. Quand je reviendrai, nous serons à l'abri du besoin pour le reste de nos jours. » Je me suis appuyé contre son épaule en fermant les yeux. Des larmes traçaient silencieusement leur chemin sur mes joues. À cet instant précis, j'ai tout compris. Il ne partait pas à Bruxelles pour un projet professionnel. Il y partait pour vivre avec cette femme. Cette mission n'était rien d'autre qu'un mensonge méticuleusement élaboré. Le lendemain, j'ai pris une journée de congé personnel. J'avais besoin de connaître la vérité. J'ai engagé un détective privé recommandé par un ami d'université. Il s'appelait Kevin Valois, un homme d'une fin de trentaine d'années qui semblait professionnel et digne de confiance. « Alors, Madame Miller, sur quoi puis-je enquêter pour vous aider ?» m'a demandé Kevin, assis en face de moi dans un café tranquille. Je lui ai tout raconté, y compris la scène dont j'avais été témoin. Kevin a hoché la tête. « Je comprends. Dans ce genre de situation, s'il y a infidélité, il y a généralement des traces. Donnez-moi une semaine. Je vous transmettrai un rapport complet. Merci. » Je me suis levé pour partir. Madame Miller, m'a rappelé Kevin. Parfois, la vérité peut être cruelle. Êtes-vous prête à faire face à ce que vous pourriez découvrir? Je lui ai adressé un sourire triste. Peu importe sa cruauté, j'ai besoin de savoir. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans le mensonge. J'allais travailler, je rentrais à la maison, je préparais le dîner pour Antoine, et nous bavardions de nos journées respectives. En apparence, nous formions le même couple aimant qu'autrefois, mais je savais que mon cœur était mort. Antoine était très occupé à préparer son voyage, réserver ses billets, faire ses valises, organiser ses papiers de séjour. Il était entièrement absorbé par l'excitation de sa nouvelle vie, sans prêter la moindre attention à mon changement de comportement. Une semaine plus tard, Kevin m'a donné rendez-vous dans le même café. Et m'a tendu une grande enveloppe Kraft. « Madame Miller, voici le rapport. » J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de photos et de documents. Chaque image me transperçait le cœur comme un coup de poignard. Antoine et cette femme se tenant par la main en faisant du shopping sur l'avenue des Champs-Élysées. Antoine et cette femme s'enregistrant à l'hôtel Lutetia. Antoine et cette femme dînant en tête-à-tête dans un restaurant gastronomique. Mes mains tremblaient. La voix de Kevin me parvenait comme un lointain murmure. « Elle s'appelle Camille Soucy. C'est la nouvelle directrice du marketing dans l'entreprise de votre mari. Ils ont commencé à se fréquenter il y a 3 mois. D'après mes recherches, votre mari part effectivement à Bruxelles, mais pas pour un voyage d'affaires. Lui et mademoiselle Soucy s'y installent définitivement. Il y a déjà acheté un appartement, et l'apport a été payé avec l'argent de votre conjoint. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Est-ce que ça va ? Je vous apporte un verre d'eau, a demandé Kevin avec inquiétude. J'ai fait un geste de la main pour le rassurer, me forçant à me calmer pour poursuivre ma lecture. Le dossier comprenait des captures d'écran de leurs messages textuels. Camille, encore un tout petit effort. Dès que j'aurai installé Léa dans sa routine, nous pourrons enfin vivre ensemble au grand jour. Antoine, je t'attends, mon chéri. Et puis, tu as déjà transféré la majeure partie de l'argent du compte joint. Ce n'est qu'une femme, que peut-elle bien faire? Camille, c'est vrai. Tout son salaire est versé sur ce compte depuis des années. Je l'ai investi. Elle n'a que très peu d'économies personnelles. Elle ne pourra pas faire grand-chose après le divorce. Alors, quand vas-tu lui annoncer la nouvelle? Camille, ce n'est pas nécessaire. Je vais d'abord aller à Bruxelles. Au bout de 6 mois, je lui dirai que j'ai rencontré quelqu'un là-bas et que je demande le divorce. De cette façon, elle ne fera pas d'esclandre. Puisque c'est moi qui prendrai l'initiative, elle aura l'air mesquine si elle s'y oppose. Antoine, tu penses vraiment à tout. Alors, quand commence-t-on à décorer notre chez nous à Bruxelles? Camille, dès mon arrivée, ne t'inquiète pas. Nous allons avoir une vie merveilleuse. J'ai refermé le dossier,
fermai les yeux et pris une longue et profonde inspiration. 5 ans de mariage. Tout cela n'était qu'une escroquerie minutieusement orchestrée. Madame Miller, qu'avez-vous l'intention de faire, m'a demandé Kevin en me tendant un verre d'eau. J'ai ouvert les yeux, le regard désormais résolu. Je vais transférer chaque centime de ce compte joint. Est-ce légal? C'est un compte joint. J'ai légalement le droit d'accéder au fonds, ai-je répondu avec un rire glacial. De plus, la majeure partie de cet argent provient de mon propre salaire. Il s'imagine que je suis une idiote qui va s'asseoir sagement ici à l'attendre pour qu'il puisse ensuite me jeter. Il rêve éveillé. Kevin a hoché la tête. Je comprends. Si vous avez besoin d'une assistance juridique, je peux vous recommander une excellente avocate. Merci. J'en aurai besoin. En quittant le café, je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis rendu directement à la banque. Le guichetier a semblé surpris par la somme que je souhaitais transférer. Madame, c'est un montant conséquent. Êtes-vous sûr de vouloir transférer la totalité du solde? Absolument. Vers mon compte personnel. Très bien. Veuillez saisir votre code confidentiel. J'ai tapé les chiffres et j'ai regardé l'écran clignoter. Transfert réussi. Une immense vague de soulagement m'a envahi. 650 000 €, désormais en sécurité sur mon compte personnel. C'était ce qui me revenait de droit. C'était le fruit de mon sang, de ma sueur et de mes larmes de ces 5 dernières années. Quand je suis rentré à la maison, Antoine n'était pas encore de retour. Je me suis assise sur le canapé et j'ai commencé à reconstituer les pièces du puzzle de nos fines années de vie commune. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Je venais de terminer mes études universitaires et travaillais comme rédactrice publicitaire dans une petite agence. Antoine avait 3 ans de plus que moi et était déjà chef de projet dans une multinationale. Il était mûr, stable et charmant. Il m'avait courtisé sans relâche, m'offrant des fleurs, des cadeaux et venant me chercher au travail tous les jours. Il disait avoir eu un coup de foudre dès qu'il m'avait vu, que j'étais la fille la plus sincère et la plus gentille qu'il ait jamais rencontrée. J'avais été séduite par ses douces paroles et j'avais rapidement accepté de devenir sa petite amie. 1 an plus tard, nous étions mariés. Le mariage n'avait rien d'extravagant, mais il était chaleureux et ravissant. Je pensais avoir trouvé l'homme avec qui je partagerais le reste de mes jours. Notre vie conjugale semblait heureuse. Antoine était bon envers moi. Il dînait avec moi tous les soirs et nous sortions les week-ends. Je pensais que c'était ainsi que devait être un mariage. Mais avec le recul, tant de détails clochaient. Antoine insistait toujours pour que je dépose mon salaire sur notre compte joint sous prétexte de planification financière, mais je n'avais jamais vu le moindre relevé de compte durant toutes ces années. Je n'avais aucune idée d'où allait cet argent. Il rentrait souvent tard en prétendant travailler d'arrache-pied au bureau. Pourtant, lorsque je l'appelais, j'entendais un bruit de fond sonore rappelant un bar ou un restaurant. Il se montrait indifférent envers ma famille, trouvant toujours des excuses pour ne pas rendre visite à mes parents pendant les fêtes de fin d'année. Il était débordé par le travail, prétendait-il, mais il trouvait toujours du temps pour ses propres amis. Je me disais qu'il était simplement stressé par son travail. Je me disais qu'il était seulement introverti. J'inventais 1000 excuses pour me convaincre que mon mariage était heureux. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais qu'une plaisanterie à ses yeux. À 20 h, Antoine est rentré. Léa, je suis rentré. Il m'a embrassé sur la joue comme à son habitude. J'ai refoulé mon dégoût et j'ai souri. Tu es là. Tu as mangé? Oui, un dîner d'équipe au bureau, a-t-il dit en enlevant sa veste. Au fait, je pars après-demain. Je dois juste régler quelques derniers détails professionnels. Déjà, ai-je feint la surprise? Oui, le calendrier du projet est très serré. Il s'est assis sur le canapé. Léa, pendant mon absence de 2 ans, tu devais bien prendre soin de toi. Ne dépense pas d'argent inutilement. Économise là où tu peux. J'ai failli éclater de rire. Il s'apprêtait à s'enfuir avec tout notre argent, et il avait le culot de me dire de ne pas dépenser inutilement. Je le ferai, ai-je dit en baissant les yeux. Antoine, prends soin de toi aussi à Bruxelles. Bien sûr. Il m'a pris la main. À mon retour, nous achèterons cette grande maison que nous avons toujours voulu, et puis nous ferons un bébé. Un bébé? Son bébé avec Camille?
Je me suis contenté de sourire sans mot dire. Ce soir-là, nous avons dormi dans le même lit comme d'habitude, mais je me suis retourné sans cesse, incapable de fermer l'œil. L'homme allongé à mes côtés s'apprêtait à s'emparer de nos économies pour s'enfuir avec une autre femme, et je devais encore jouer mon rôle dans cette comédie. Le lendemain, j'ai rendu visite à l'avocate que Kevin m'avait recommandée. Bonjour. Je vous appelle de la part de Kevin Valois. J'aurais besoin de vous consulter pour un divorce. Bien sûr, parlez-moi de votre situation. La voix de l'avocate était professionnelle et rassurante. Je lui ai tout expliqué. Après m'avoir écouté, l'avocate, Maître Duval, a déclaré, d'après ce que vous décrivez, votre mari a commis un adultère et tente de détourner des actifs conjugaux. Votre initiative de transférer l'argent du compte joint vers votre compte personnel est légalement défendable, car il s'agit de biens de la communauté et vous avez le droit d'en disposer. Alors, si je demande le divorce maintenant, à quoi dois-je m'attendre, ai-je demandé. Tout d'abord, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour préjudice moral, car il est le conjoint fautif. Ensuite, concernant le partage des biens, si vous pouvez prouver que la majorité des fonds du compte joint provenaient de votre salaire, vous pourrez prétendre à une part plus importante. De plus, si votre mari a utilisé des fonds conjugaux pour acheter un bien immobilier à l'étranger, ce bien est également soumis au partage. Son analyse me traçait un chemin clair pour la suite. Quels documents dois-je préparer? Votre acte de mariage, vos numéros de sécurité sociale, les preuves de son infidélité, une liste des actifs, les relevés bancaires, entre autres. Vous pouvez commencer à les rassembler, et nous pourrons convenir d'un rendez-vous pour en discuter en détail. Après avoir raccroché, j'ai commencé à préparer les pièces justificatives. L'acte de mariage et nos cartes de sécurité sociale se trouvaient dans un tiroir à la maison. Kevin m'avait déjà fourni un ensemble complet de preuves de sa liaison. Je pouvais imprimer les relevés bancaires en ligne. Tout était prêt. Sur le chemin du retour, ma mère m'a appelé. Léa, j'ai cru comprendre qu'Antoine partait travailler à Bruxelles. Oui, maman. C'est l'entreprise qui l'envoie, ai-je dit calmement. Et toi alors? Ça va aller toute seule à la maison, a demandé ma mère, la voix pleine d'inquiétude. Ça ira, maman. Je suis une grande fille. Je peux prendre soin de moi. Mais 2 ans, c'est long. Tu devrais peut-être l'accompagner. Maman, mon travail est ici. Je ne peux pas simplement démissionner. Et puis, il y va pour travailler, pas pour s'installer définitivement. Ça ne servirait à rien que je parte. Ma mère a soupiré. J'imagine que tu as raison. En tout cas, prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai, maman. Après avoir raccroché, j'ai souri amèrement. Je n'osais imaginer à quel point ma mère aurait le cœur brisé si elle savait que j'étais sur le point de divorcer. Courir après un mariage sans amour n'en valait plus la peine. Quand je suis rentré, Antoine faisait ses bagages. Une grande valise était remplie de vêtements et d'affaires de toilette. Léa, viens voir si je n'ai rien oublié, a-t-il demandé en se tournant vers moi. Je me suis approché et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. On dirait que tu as tout. Super. Il a refermé la fermeture éclair. Je pars demain. Sortons faire un bon dîner ce soir. Une petite fête d'adieu. D'accord. J'ai forcé un sourire. Nous sommes allés dans un restaurant chic du centre-ville. C'était là que nous avions eu notre premier rendez-vous et là que nous célébrions toujours nos anniversaires. Antoine a accordé une attention toute particulière au menu, il a commandé du vin rouge, du steak et mon tiramisu préféré. Léa, ça va être difficile pour toi pendant ces 2 années, a-t-il dit en levant son verre. À mon retour, je te promets que je me rattraperai. J'ai levé mon verre et l'ai entrechoqué contre le sien. Je t'attendrai. Le vin avait un goût doux amer, à l'image de notre mariage. Doux en surface, mais amer en profondeur. Oh, après mon départ, si tu as besoin d'argent pour quoi que ce soit, serre-toi sur le compte joint, a ajouté Antoine. J'ai laissé largement de quoi faire pour toi. J'ai failli éclater de rire. Il ne restait presque plus rien sur ce compte, et il prétendait m'avoir laissé largement de quoi faire. D'accord, je le ferai, ai-je répondu en me concentrant sur la découpe de ma viande. Léa. Antoine a soudainement saisi ma main.
Je sais que tu seras seul ces 2 prochaines années, mais tu dois m'attendre. Notre relation est si forte. Nous surmonterons cela. J'ai plongé mon regard dans ses yeux pleins de sincérité. Si je n'avais pas vu les preuves, je l'aurais cru sur parole. Je t'attendrai, ai-je dit. Nous sommes rentrés tard ce soir-là. Antoine avait beaucoup bu et a passé tout le trajet du retour à parler de ses projets d'avenir. Il disait qu'à son retour, nous achèterions une maison plus grande, que nous irions aux Maldives pour une seconde lune de miel, que nous aurions un enfant. En écoutant ces paroles, je ne ressentais que de l'ironie. Il réaliserait probablement toutes ses promesses avec Camille. Je n'étais qu'un tremplin dans sa vie. Le matin où j'ai accompagné Antoine à l'aéroport, je me suis maquillé plus que d'habitude, en insistant sur le fard à paupières foncées pour que mes larmes paraissent plus crédibles. Antoine tirait sa valise pendant que je lui tenais le bras. Nous ressemblions à n'importe quel autre couple fusionnel, jouant la scène d'un adieu douloureux. Léa, ne pleure pas. 2 ans, ça passe très vite, a dit Antoine en essuyant mes larmes. Je sais. C'est juste que je ne supporte pas de te voir partir, ai-je sangloté. Petite sotte, murmura-t-il en me serrant dans ses bras. Prends soin de toi. Je t'appellerai tout le temps. J'ai enfoui mon visage contre sa poitrine, mes larmes trempant sa chemise. L'heure de l'embarquement est arrivée. Antoine m'a donné un dernier baiser. Attends-moi. Je t'attendrai, ai-je dit avec un sourire. Je suis resté là à le regarder passer les contrôles de sécurité, sa silhouette devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître complètement. Autour de moi, tant de gens se disaient au revoir, certains pleurant, d'autres souriant. Personne ne se doutait de ce que pensait réellement la femme à l'allure la plus brisée de l'aéroport. J'ai essuyé mes larmes et me suis éloigné de la porte d'embarquement. Dans le taxi, j'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Il était 10h50. Le tribunal était ouvert, mais je n'étais pas pressé. J'ai demandé au chauffeur de me ramener chez moi. Une fois rentré, j'ai pris une longue douche pour rincer tout mon maquillage. Je me suis glissé dans une robe bleu marine simple et épurée, d'allure digne et convenable. Je me suis assise devant ma coiffeuse, observant mon reflet dans le miroir. La jeune fille naïve d'il y a 5 ans s'en était allée, remplacée par une femme au regard déterminé. J'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à Kevin, garde un œil sur les mouvements d'Antoine dès qu'il aura atterri à Bruxelles. La réponse est arrivée rapidement, reçue. Ensuite, j'ai écrit à mon avocate, Maître Duval, je serai à votre cabinet à 14h aujourd'hui. Elle a répondu, très bien. À tout à l'heure. Tout étant planifié, j'ai pris mon sac à main contenant toutes les pièces indispensables, notre acte de mariage, ma pièce d'identité, mes cartes bancaires et le rapport d'enquête de Kevin. À 11h précises, j'ai quitté la maison. Le tribunal judiciaire n'était pas très loin, à environ 20 minutes à pied. J'ai décidé d'y aller en marchant, une ultime promenade pour marquer la fin de ce chapitre de ma vie. Les rues étaient animées, chacun absorbé par sa propre existence. Personne ne remarquait cette femme marchant vers le tribunal pour mettre un terme à ses 5 années d'union. Le hall d'accueil du tribunal était relativement calme. Je me suis dirigé vers le guichet d'information. Excusez-moi, je souhaite déposer une demande de divorce. L'employé a levé les yeux vers moi. S'agit-il d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce contentieux? Contentieux, ai-je répondu. Dans ce cas, vous devez d'abord déposer une requête par l'intermédiaire d'un avocat auprès du tribunal. Une fois le jugement rendu, vous pourrez finaliser les formalités administratives ici, m'a-t-elle expliqué. J'ai marqué un temps d'arrêt. Je pensais pouvoir le faire directement sur place. De quels documents ai-je besoin pour saisir le tribunal? L'employé m'a tendu une liste de contrôle. Suivez simplement les instructions figurant sur cette liste. J'ai pris le document et l'ai parcouru rapidement. J'avais déjà tout le nécessaire en ma possession. Je vous remercie. Je me suis retourné et j'ai quitté le bâtiment. Il s'avérait que j'avais trop simplifié les choses. Divorcer n'était pas une simple formalité déclarative. C'était une véritable procédure juridique. J'ai sorti mon téléphone pour appeler mon avocate. Maître Duval, je sors tout juste du tribunal. On m'a indiqué que je devais d'abord déposer une requête par votre intermédiaire. C'est exact. Étant donné que votre mari réside désormais à l'étranger,
vous ne pouvez pas opter pour un divorce par consentement mutuel classique. Il faudra passer par une procédure de divorce contentieux. Venez à mon cabinet cet après-midi, nous mettrons en place notre stratégie. D'accord. Après avoir raccroché, je suis resté sur le parvis du tribunal à regarder passer les gens. Certains étaient rayonnants, venus chercher une autorisation de mariage, d'autres semblaient accablés, venus clore un divorce. Le mariage est semblable à une citadelle, ceux qui sont dehors veulent y entrer, tandis que ceux qui sont dedans veulent en sortir. À 14 heures, je me trouvais dans le bureau de Maître Duval. C'était une femme d'une quarantaine d'années, vive et compétente. Elle m'a invité à m'asseoir et m'a offert une bouteille d'eau. Madame Miller, j'ai examiné les documents que vous m'avez transmis. Votre dossier s'annonce un peu complexe, m'a dit Maître Duval. Tout d'abord, votre mari se trouvant à l'étranger, la signification de l'assignation sera plus délicate. Ensuite, en ce qui concerne le partage des biens, nous allons devoir mener des recherches sur le bien immobilier qu'il a acquis hors du territoire national. Je comprends, ai-je acquiescé. Combien de temps cela devrait-il prendre? Si tout se passe bien, comptez environ 6 mois. S'il refuse de coopérer, cela pourrait être plus long. Je peux attendre 6 mois. Lançons la procédure dès maintenant, ai-je déclaré. Très bien. Maître Duval a sorti un feuillet. Voici le projet de requête. Veuillez le relire attentivement pour voir s'il y a des modifications à apporter. J'ai lu attentivement. Le texte décrivait en détail les fautes d'Antoine, notamment son infidélité et le détournement de fonds conjugaux. C'est parfait. J'ai apposé ma signature. Nous déposerons cela auprès du tribunal dès demain, a précisé Maître Duval. De plus, concernant le transfert des fonds du compte joint, il est préférable de garder cela secret pour le moment. S'il l'apprend, il pourrait tenter de prendre des mesures préventives. C'est compris. Personne n'est au courant en dehors de vous. En quittant le cabinet d'avocat, j'ai ressenti un grand soulagement. La route du divorce serait longue, mais le premier pas était franchi. De retour à la maison, j'ai commencé à emballer les affaires d'Antoine, ses vêtements, ses livres, ses photographies. Chaque objet avait un jour fait partie de mon quotidien, mais aujourd'hui, il ne m'inspirait plus que du dégoût. J'ai tout rangé dans des cartons, avec l'intention de les expédier chez ses parents. Qu'ils constatent par eux-mêmes le genre de fils qu'ils avaient élevé. Alors que j'étais en train d'empaqueter, mon téléphone a sonné. C'était Antoine. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Léa, je viens d'atterrir à Bruxelles. Sa voix trahissait son excitation. Oh, le voyage s'est bien passé, me suis-je efforcé de demander sur un ton neutre. C'était formidable. Le temps est magnifique ici, même si le décalage horaire se fait un peu sentir. Et toi, comment s'est passée ta journée? Tu as beaucoup pleuré? Ça va, ai-je dit. Tu devrais te reposer un peu. Léa, je t'aime. J'ai marqué une pause de quelques secondes avant de lâcher, moi aussi. Après avoir raccroché, j'ai fixé l'historique des appels de mon téléphone et j'ai ri de bon cœur. Il disait m'aimer, mais il n'aimait qu'une femme crédule et naïve qui lui confiait aveuglément son argent. Il n'avait jamais aimé la vraie Léa. Les jours suivants, je me suis rendu au travail comme d'habitude tout en continuant à vider ses affaires en soirée. J'ai emballé tout ce qui appartenait à Antoine et j'ai programmé l'expédition des cartons. J'ai également réorganisé la disposition des meubles et retiré toutes nos photos communes. L'appartement se transformait peu à peu en un espace qui n'appartenait qu'à moi seul. En l'absence de sa présence pesante, j'ai éprouvé un profond sentiment de liberté. 5 jours plus tard, Maître Duval m'a appelé. Madame Miller, la requête a été déposée et acceptée par le tribunal. Déjà, me suis-je étonné. Oui, votre dossier était particulièrement bien étayé, ce qui a facilité la procédure. À présent, le tribunal va délivrer une convocation pour votre mari. Il disposera d'un délai imparti pour y répondre. S'il ne se manifeste pas, le tribunal pourra prononcer un jugement par défaut. Très bien, j'ai compris. En raccrochant, j'ai expiré un grand coup. Tout se déroulait conformément à nos plans. Ce soir-là, Antoine m'a appelé en visio. À l'écran, il se tenait dans une pièce inconnue dotée de baies vitrées donnant sur les lumières nocturnes de la ville. Léa, regarde, c'est mon appartement bruxellois, s'est-il exclamé en balayant la pièce avec l'objectif de son téléphone.
pas mal, non? J'ai observé ce logement moderne avec un mépris intérieur évident. C'était sans doute l'appartement qu'il avait acheté avec notre argent. C'est très joli, ai-je commenté. Tu y vis seul? Oui. Un 2 pièces que l'entreprise a mis à ma disposition, a-t-il dit avec un sourire charmeur. C'est un peu vide, cependant. Ce serait parfait si tu étais là avec moi. J'ai failli rire. Il vivait probablement déjà là avec Camille tout en maintenant cette comédie. À ton retour, nous serons de nouveau réunis, ai-je répondu. Oui, tu vas me manquer. Une fois l'appel terminé, je suis restée assise sur le canapé, pensive. Le talent d'acteur de cet homme était prodigieux. Si je n'avais pas découvert les preuves de mes propres yeux, j'aurais pu rester dupe le reste de mes jours. Une semaine plus tard, Kevin m'a envoyé un nouveau rapport. Il contenait des clichés d'Antoine et de Camille à Bruxelles. On les voyait faire leurs courses ensemble, cuisiner ensemble, se promener bras dessus bras dessous. Ils avaient tout d'un couple de jeunes mariés. Il y avait également une photo d'eux devant une agence immobilière. La note de Kevin précisait, il s'intéresse à une propriété à Genève, prévoyant de souscrire un emprunt immobilier au nom de l'entreprise de votre mari. J'ai enregistré toutes les photos comme nouvelles pièces à conviction. Lorsque Maître Duval les a examinées, elle a affirmé, avec ces éléments, nous pouvons demander une mesure conservatoire de gel de ses avoirs afin de l'empêcher de procéder à d'autres transferts de propriété. S'il vous plaît, faites-le, ai-je insisté. Ne vous inquiétez pas, Madame Miller. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous obtenir la meilleure issue possible. Les hommes de la trempe de votre mari doivent répondre de leurs actes. J'ai hoché la tête. Oui, ils devaient payer. 2 semaines plus tard, Antoine a reçu la convocation du tribunal. Ce soir-là, il m'a appelé, la voix tremblante de fureur. Léa, tu es devenue folle? Pourquoi as-tu demandé le divorce? Parce que je sais tout pour toi et Camille, ai-je répondu calmement. Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Quoi? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas, a balbutié Antoine, sa voix trahissant une panique évidente. Cesse de jouer la comédie, Antoine, ai-je ricané. Je sais que tu n'es pas à Bruxelles pour le travail. Tu vis avec Camille. Je sais que tu as puisé dans notre argent pour acheter un appartement là-bas, et je sais que tu n'as jamais eu l'intention de revenir. Léa, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Je ne veux plus d'explications, les jeux coupés. Les papiers sont déposés. Nous réglerons cela devant le tribunal. Comment as-tu osé? Tu as vidé le compte joint, n'est-ce pas? C'est de l'argent de la communauté. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Antoine laissait enfin tomber son masque. La majeure partie de cet argent provient de mon salaire. En quoi est-ce anormal que je le récupère, ai-je répliqué. Et toi alors? Utiliser les fonds du couple pour acheter un logement dans un autre pays, n'est-ce pas une dissimulation d'actifs? Antoine est resté muet. Léa, tu vas le regretter, a-t-il dit d'un ton menaçant. Que espères-tu obtenir de ce divorce? Tu n'auras rien du tout. C'est ce que nous verrons, ai-je répliqué avant de raccrocher. Après cet appel, mes mains tremblaient. Même si je m'étais préparé à ce moment, la confrontation restait douloureuse. Les jours suivants, Antoine a tenté de me joindre sans relâche, passant des supplications aux menaces. J'ai ignoré toutes ces tentatives. J'ai concentré toute mon énergie sur mon travail et sur la procédure judiciaire. Maître Duval s'est montré extrêmement professionnel. Elle m'a aidé à consolider l'ensemble du dossier, les preuves de l'infidélité d'Antoine, les preuves du détournement d'actifs, ainsi que l'historique de mes salaires sur les 5 dernières années. Madame Miller, votre dossier est solide, m'a assuré Maître Duval. Votre mari est manifestement fautif et a procédé à un transfert illicite de biens communautaires. Le tribunal statuera très probablement en votre faveur. Merci, Maître Duval. Je vous en prie, c'est mon rôle. Restez forte, ce sera bientôt fini. J'ai hoché la tête. Oui, je devais être forte. Je n'étais plus la fille naïve d'il y a 5 ans. Un mois plus tard, l'audience s'est tenue au tribunal. Antoine ne s'est pas déplacé et s'est fait représenter par un avocat. L'audience s'est bien déroulée. Maître Duval a exposé l'intégralité des preuves au tribunal.
L'avocat d'Antoine a tenté de soutenir que les photos étaient truquées et que l'acquisition immobilière n'était qu'un investissement, mais face à des preuves aussi tangibles, ces arguments se sont avérés bien minces. Le juge a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le verdict serait rendu ultérieurement. En sortant de la salle d'audience, Maître Duval m'a tapoté l'épaule. « Vous avez été excellente, Madame Miller. Il ne nous reste plus qu'à attendre la décision de justice. » J'ai souri. « Merci, Maître Duval. » Le jour du délibéré s'est levé sous un ciel radieux et ensoleillé. Maître Duval m'a appelé, « Madame Miller, la décision est tombée. Le tribunal a tranché en notre faveur. Le divorce est prononcé. Concernant le patrimoine, l'intégralité du compte joint vous est attribuée, ainsi que la moitié de la valeur du bien immobilier que votre ex-mari a acquis à l'étranger. De plus, il est condamné à vous verser 75 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral. » À l'énoncé de cette nouvelle, j'ai éclaté en sanglots. Non pas de tristesse, mais de pur soulagement. J'étais enfin libre. « Merci, Maître Duval. Merci infiniment, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Je vous en prie, vous l'avez bien mérité. Allez de l'avant désormais, tournez la page et commencez une nouvelle vie. Je le ferai. » Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau à contempler le ciel. 5 années de mariage venaient de prendre fin. Je pensais que je serais anéanti, mais à cet instant, je ne ressentais qu'une immense sensation de délivrance. Ce soir-là, je suis sorti dîner avec quelques amis proches. « Léa, félicitations pour ta liberté retrouvée », a trinqué ma meilleure amie Sandrine. J'ai levé mon verre pour l'entrechoquer avec les leurs. « Merci d'avoir été là pour m'accompagner dans cette épreuve. Cet individu a eu ce qu'il méritait », a ajouté Émilie avec colère. « Après tout ce que tu as fait pour lui, te trahir de la sorte. Laissons le passé derrière nous, ai-je dit avec un sourire. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi-même et ne plus perdre mon temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. » Tu as bien raison, a approuvé Sandrine. Trinquons à la nouvelle vie de Léa. Nous avons levé nos verres et bu. La vie après le divorce s'est révélée bien différente de ce que j'avais imaginé. Je pensais que je serais malheureuse, à pleurer chaque soir avant de m'endormir. En réalité, je me sentais libérée. Sans Antoine, je n'avais plus à me soucier de l'heure de son retour, plus besoin de marcher sur des œufs pour lui plaire, plus d'obligation de lui abandonner l'intégralité de ma paix. J'ai réorganisé mon quotidien. Tout d'abord, j'ai entièrement redécoré l'appartement, me débarrassant de tout ce qui pouvait me rappeler Antoine. J'ai acheté de nouveaux meubles et repeint les murs. L'endroit semblait totalement renouvelé, tout comme mon existence. Ensuite, je me suis inscrite à des cours de yoga. J'y allais chaque jour après le travail. C'était excellent pour mon corps comme pour mon esprit. J'ai également appris à cuisiner des spécialités variées. Quand Antoine était là, je préparais toujours les plats traditionnels qu'il affectionnait. Désormais, je pouvais cuisiner tout ce qui me faisait envie. J'ai aussi commencé à voyager. J'ai bouclé une valise et je suis parti visiter toutes les destinations que j'avais toujours rêvé de découvrir sans en avoir eu l'opportunité. J'y ai fait des rencontres enrichissantes, écouté des récits captivants. J'ai réalisé que le monde était bien plus vaste que mon mariage raté et qu'il offrait tant d'autres belles choses à explorer. 6 mois plus tard, la mère d'Antoine est venue me trouver. « Léa, s'il te plaît, peux-tu pardonner à Antoine ? Il a conscience d'avoir mal agi », m'a-t-elle imploré en me prenant la main, les yeux rougis par les larmes. J'ai doucement dégagé ma main. « Je suis désolé, Madame Evans, mais c'est impossible. Pourtant, vous avez été mariés pendant 5 ans. Vous aviez une relation si forte. Comment peux-tu y mettre fin ainsi ?» a-t-elle insisté. « Une relation ne peut pas reposer sur les efforts d'une seule personne », ai-je répondu calmement. Antoine m'a trompé, c'est un fait établi. Je ne peux pas lui pardonner. Il a juste eu un moment d'égarement. Il s'est laissé séduire par cette fille, a-t-elle dit avec fébrilité. Il a déjà rompu avec elle. Il veut revenir vers toi. J'ai ri froidement. Il a rompu avec elle ? N'est-ce pas plutôt parce que le tribunal l'a condamné à me payer et qu'il se retrouve ruiné ? Son visage a blêmi. Je comprends votre détresse et je conçois que vous preniez pitié de votre fils, ai-je ajouté. Mais essayez de vous mettre à ma place. Antoine et moi sommes divorcés. Il n'y aura pas de retour en arrière.
S'il vous plaît, ne venez plus me chercher. Sur ces mots, j'ai fait demi-tour pour m'éloigner. Je l'entendais sangloter derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Je savais que je pouvais paraître insensible, mais je n'avais aucun regret. J'avais accordé sa chance à Antoine, et c'est lui qui l'avait gâché. Quelques mois plus tard, j'ai fait la connaissance d'un collègue nommé Benoît Caron. C'était le nouveau responsable du service marketing, de quelques années mon aîné, mûr, stable et fort séduisant. Nous nous sommes rapprochés dans le cadre d'un projet professionnel commun. Il se montrait d'une grande bienveillance à mon égard, m'épaulant fréquemment dans mes tâches. Un jour, il m'a invité à dîner. « Léa, j'ai cru comprendre que tu étais divorcée », a-t-il dit sans détour. J'ai été un peu surprise mais j'ai hoché la tête. « Oui. »« Est-ce que tu fréquentes quelqu'un en ce moment ?» a-t-il demandé en me regardant droit dans les yeux. J'ai secoué la tête. « Non. »« Alors, est-ce que tu me permettrais de t'inviter ?» a-t-il poursuivi avec sincérité. « Je sais que c'est peut-être un peu précoce, mais tu me plais beaucoup. J'apprécie ton indépendance, ta force de caractère et ta gentillesse. J'aimerais prendre soin de toi, te protéger et t'offrir un foyer chaleureux. » J'ai plongé mon regard dans ses yeux sincères et j'ai senti mon cœur s'emballer légèrement. Pourtant, j'ai secoué la tête. « Je suis désolé, Benoît. Je ne me sens pas prête pour une nouvelle relation sentimentale actuellement. »« Je comprends, » a-t-il répondu. « Alors je saurai attendre. Peu importe le temps que cela prendra, j'attendrai. » Ce soir-là, une fois rentré, je me suis installé sur mon balcon à contempler les étoiles. Peut-être qu'un jour je croirai à nouveau en l'amour, mais pour le moment, je souhaitais simplement me consacrer à moi-même. Un an plus tard, la décision de justice a été exécutée. Antoine a réglé les dommages-intérêts et m'a versé l'équivalent financier de sa moitié de la propriété bruxelloise. Avec les 650 000 € récupérés sur le compte joint, je disposais à présent de près d'1 million d'euros d'économies. C'était plus qu'il n'en fallait pour mener une existence confortable. J'ai utilisé une partie de cette somme pour ouvrir un petit salon de thé juste en bas de mon immeuble. Ce n'était pas très grand, mais l'endroit était chaleureux et accueillant. Chaque matin, je préparais le café pour mes clients. L'après-midi, je m'installais près de la fenêtre pour lire un livre et profiter des rayons de soleil. Ma vie était devenue simple et agréable. Un jour, Sandrine est venue me rendre visite à mon salon de thé. « Léa, tu as l'air sincèrement heureuse aujourd'hui », a-t-elle remarqué. « C'est vrai », ai-je souri. « C'est aussi ce que je ressens. »« Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des regrets ?» m'a-t-elle demandé brusquement. J'ai réfléchi un instant avant de secouer la tête. Aucun regret. Ce mariage m'a causé beaucoup de souffrance, mais il m'a aussi permis de mûrir. J'ai appris à me protéger, à ne pas accorder ma confiance aveuglément et, surtout, à m'aimer moi-même. Croiras-tu à nouveau en l'amour un jour ? J'ai observé la lumière du soleil traverser la vitre et j'ai souri. Oui, mais la prochaine fois, je me montrerai plus prudente, plus rationnelle. Je ne m'oublierai plus jamais par amour pour quelqu'un d'autre. Sandrine a hoché la tête en signe d'approbation. Tu as changé de la plus belle des manières. Oui, j'avais changé. Je n'étais plus cette jeune fille naïve et crédule d'autrefois. J'étais devenue une femme indépendante, forte, qui savait ce qu'elle voulait. 2 ans plus tard, un après-midi, une silhouette familière a franchi la porte de mon salon de thé. C'était Antoine. Il paraissait usé par le temps, des mèches grises parsemant sa chevelure. « Léa » a-t-il prononcé d'une voix mal assurée. Je l'ai dévisagé avec calme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je tenais à m'excuser, a-t-il balbutié. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je suis restée silencieuse, me contentant de le fixer. Je sais que j'ai commis des actes épouvantables. Je t'ai fait du mal, a-t-il poursuivi. Je m'en veux terriblement aujourd'hui, mais je sais qu'il est trop tard. Je tenais simplement à te présenter mes excuses. C'est bien, je t'ai entendu, ai-je répondu. Y a-t-il autre chose ? Antoine est resté interdit. Il a secoué la tête. Dans ce cas, je te prie de bien vouloir t'en aller, ai-je dit en désignant la sortie. Il m'a regardé, les yeux chargés d'amertume. Léa, tu ne me détestes donc plus du tout ? J'ai réfléchi un instant. Il m'est arrivé de te détester.
Je t'ai haï au plus haut point. Je voulais me venger, mais aujourd'hui, je n'éprouve plus de haine à ton encontre. J'ai réalisé que détester quelqu'un est épuisant. Tu n'en vaux pas la peine. Es-tu heureuse à présent, a-t-il demandé. Très heureuse, ai-je souri. Bien plus que je ne l'ai jamais été à tes côtés. Cette phrase a résonné en lui comme un coup de poignard. Il a esquissé un rire amer, s'est détourné et a quitté le salon de thé. En observant sa silhouette s'éloigner, j'ai soudain réalisé que cet homme que j'avais aimé si éperdument n'était plus qu'un étranger à mes yeux. Le temps est une chose merveilleuse, il guérit toutes les blessures. Désormais, mes journées étaient bien remplies et paisibles. Je me réveillais, pratiquais le yoga pendant 1 heure, puis me préparais un petit déjeuner copieux. À 9 heures, j'ouvrais le salon de thé. Pour le déjeuner, je me préparais un plat simple, comme des pâtes ou un sandwich. L'après-midi, s'il n'y avait pas trop d'affluence, je m'installais près de la fenêtre pour lire. Je m'étais récemment passionné pour la psychologie, un domaine fascinant. En soirée, je retrouvais des amis pour dîner ou je regardais un film à la maison. Le week-end, je partais en randonnée dans la forêt de Fontainebleau où je visitais le musée d'Orsay. Mon existence était tranquille, mais magnifique. Plus important encore, je m'étais retrouvé. Je n'avais plus besoin de dépendre de personne. Je menais ma vie de manière autonome et selon mes propres aspirations. Il y a 6 mois, Benoît m'a de nouveau proposé de sortir. Léa, cela fait 2 ans que je t'attends, m'a-t-il dit. Je sais par quoi tu es passé et je ne veux pas te presser, mais je tenais à ce que tu saches que je suis toujours là, à t'attendre. À cet instant précis, j'ai senti que je pouvais peut-être lui accorder une chance. Benoît, ai-je répondu, je veux bien essayer. Il était transporté de joie et m'a serré fort dans ses bras. C'est vrai? C'est vrai? J'ai souri. Mais je dois être honnête avec toi. Je ne sais pas encore si je t'aime. Je veux simplement nous donner une chance. C'est suffisant. C'est plus qu'il n'en faut, a-t-il assuré. Je te prouverai par mes actes que je suis digne de ton amour. Nous sommes ensemble depuis 3 mois maintenant. Il se montre merveilleux avec moi, doux, attentionné et encourageant. Il respecte mes opinions, soutient mes projets professionnels et ne me pousse jamais à faire ce que je ne souhaite pas. Être à ses côtés m'apporte confort et un sentiment de liberté. C'est peut-être ainsi que doit se vivre le véritable amour, non pas comme une tempête de passion, mais comme un fleuve tranquille. Non pas comme une possession, mais comme un respect mutuel. Non pas comme un enfermement, mais comme une liberté partagée. J'ignore de quoi notre avenir sera fait, mais je suis prête à tenter l'aventure car j'ai la conviction que tant que je m'aimerai suffisamment, que je serai indépendante et forte, rien ne pourra plus me briser. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une vieille connaissance qui côtoyait Antoine. Cette personne m'a appris qu'Antoine et Camille s'étaient séparés. Elle l'avait quitté en découvrant qu'il était ruiné. Il se retrouvait désormais seul à Bruxelles, luttant pour joindre les 2 bouts. Mon interlocuteur m'a demandé si je pouvais lui prêter un peu d'argent pour l'aider à traverser cette période difficile. J'ai regardé le message et j'ai souri. J'ai répondu, je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Puis j'ai bloqué le numéro. Ce n'était pas par cruauté, mais parce que je savais qu'il était le seul responsable de ses malheurs. Lorsqu'il m'a trahi, qu'il m'a menti et m'a fait souffrir, s'est-il soucié un instant de mes sentiments? À présent qu'il est au plus bas, il se souvient de mon existence. Désolé, mais je ne suis pas une solution de repli ni un réceptacle pour le fardeau émotionnel d'autrui. Je souhaite simplement m'aimer et vivre ma vie. La semaine dernière, j'ai assisté à une réunion d'anciens élèves de l'université. Chacun prenait des nouvelles des autres. Certains avaient obtenu des promotions, d'autres accueillaient leur 2e enfant, d'autres encore avaient divorcé. Quand est venu mon tour, j'ai déclaré, je suis divorcée, je possède mon propre salon de thé, j'ai un nouveau compagnon et je suis très heureuse. Tout le monde a semblé surpris et m'a félicité. Une ancienne camarade m'a demandé, Léa, tu ne regrettes pas ton divorce? Après tout, vous étiez mariés depuis de nombreuses années. J'ai secoué la tête. Aucun regret. Si je n'avais pas divorcé, j'aurais pu passer ma vie entière à vivre dans le mensonge. Ce divorce a été douloureux, mais il m'a permis de me retrouver. Tu es bien courageuse, a commenté une autre camarade. Beaucoup de femmes dans ta situation auraient simplement fermé les yeux pour préserver le foyer.
Nous n'avions pas d'enfants à l'époque, le choix était donc plus simple, ai-je répondu. De plus, je reste convaincu qu'un foyer malheureux est bien plus préjudiciable pour un enfant. Tout le monde a hoché la tête en signe d'accord. Ce soir-là, j'avais un peu bu. En rentrant chez moi, je me suis tenu sur mon balcon à contempler les lumières de la ville. J'ai repensé à la femme que j'étais 3 ans plus tôt, celle qui disait adieu à son mari en larmes à l'aéroport. À cette époque, je pensais que mon monde s'écroulait. Pourtant, me voilà aujourd'hui, plus épanoui que jamais. J'ai prouvé qu'une femme n'a besoin de personne pour mener une vie magnifique. Aujourd'hui, une cliente particulière est entrée dans le salon de thé. C'était une jeune fille, sans doute au début de sa vingtaine. Elle a l'air bouleversée. Elle a commandé un café au lait et s'est installée dans un coin, pleurant en silence. Je me suis approché d'elle et lui ai demandé doucement, « Avez-vous besoin d'un mouchoir ?» Elle a levé les yeux, le regard rougi, « Je vous remercie. » Je lui ai tendu le mouchoir et me suis assise en face d'elle. « Si cela ne vous ennuie pas, aimeriez-vous en parler ?» Elle a hésité un instant, puis a hoché la tête. Il s'est avéré qu'elle venait de découvrir que son petit ami la trompait. Elle ne savait pas quel parti prendre, lui pardonner ou rompre définitivement. Il prétend que c'était une erreur unique et qu'il m'aime toujours, a confié la jeune fille. En même temps, je me sens si blessé, si perdu. En la regardant, je me suis revu 3 ans en arrière. Écoutez-moi, lui ai-je dit sincèrement. Il n'y a pas d'erreur unique. En matière d'infidélité, c'est soit 0 fois, soit d'innombrables fois. Si vous lui pardonnez cette fois-ci, il recommencera. Et quelqu'un qui vous aime sincèrement ne vous infligerait jamais une telle souffrance. Mais cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Je ne veux pas tout gâcher, a pleuré la jeune fille. 3 ans, c'est une longue période, ai-je acquiescé. Mais si cette relation vous fait souffrir, elle ne mérite pas que vous vous y accrochiez. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous respecter. Ne gaspillez pas votre jeunesse pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. La jeune fille m'a regardé, des larmes brillant dans ses yeux. Vous avez raison. Je sais ce qu'il me reste à faire. J'ai souri. C'est très bien. Vous rencontrerez quelqu'un de meilleur pour vous. En la regardant s'éloigner, j'ai soudain senti que mon expérience pouvait s'avérer utile à d'autres. C'est peut-être là le sens de la douleur, elle nous fait grandir et nous permet d'aider les autres à grandir à leur tour. 3 mois plus tard, un soir, j'étais en train de clôturer la caisse du salon de thé lorsque mon téléphone a retenti. C'était un numéro masqué. J'ai répondu et une voix féminine a demandé, « S'agit-il bien de Madame Léa Miller ?» Oui, c'est moi-même. Ici l'agent Chen, de la police de Bruxelles, a-t-elle annoncé. Nous devons vous informer d'une situation concernant votre ex-époux, Monsieur Antoine Evans. Mon cœur a manqué un battement. Qu'y a-t-il? Monsieur Evans a été arrêté pour fraude à l'investissement et détournement de fonds, a déclaré l'officier de police. Selon les conclusions de notre enquête, il gérait un système de Ponzi depuis plusieurs années, pour un montant total s'élevant à plus de 20 millions d'euros. Je suis resté stupéfaite. De plus, a poursuivi l'agent, avant son arrestation, il a laissé une lettre qui devait vous être remise. Dans ce courrier, il indique qu'une partie des fonds utilisés pour acquérir l'appartement en Belgique provenait de ses activités illégales. La Cour de justice procède actuellement à la saisie de ces actifs, ce qui pourrait vous impliquer. Ma préoccupation première s'est rapidement imposée, et ma main qui tenait le combiné s'est mise à trembler. Également. L'agent a marqué une pause. Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous avait jamais aimé, qu'il vous avait épousé uniquement dans le but de. La voix à l'autre bout du fil continuait de s'exprimer, mais je ne l'entendais plus. En regardant l'écran de mon téléphone, j'ai vu un autre appel s'afficher. L'identifiant indiquait « Benoît ». J'ai hésité une seconde, j'ai dit à l'agent « J'ai compris », puis j'ai raccroché. Mais au moment même où je m'apprêtais à répondre à l'appel de Benoît, la porte du salon de thé s'est ouverte brusquement. Un homme que je ne connaissais pas s'est précipité à l'intérieur et m'a dévisagé. Léa Miller, je suis l'un des créanciers d'Antoine Evans. Vous devez rembourser sa dette. J'ai dévisagé cet inconnu en m'efforçant de garder mon sang-froid. Les quelques clients encore présents dans l'établissement ont été surpris par cette irruption soudaine. Monsieur, calmez-vous, je vous prie, ai-je dit d'une voix aussi posée que possible. Antoine et moi sommes divorcés.
Ces dettes ne relèvent pas de ma responsabilité. Pas votre responsabilité, a ricané l'homme. Vous étiez son épouse. N'avez-vous jamais entendu parler de la solidarité des dettes ménagères? Antoine me doit 5 millions d'euros. Vous devez me rembourser. J'exige de voir une reconnaissance de dette en bonne et due forme, ai-je répliqué, ainsi que la preuve que cette dette a été contractée durant notre mariage et qu'elle a servi aux dépenses de notre vie commune. Dans le cas contraire, je ne suis nullement tenu de rembourser cette somme. L'homme est resté interdit, visiblement décontenancé par ma réaction. C'est à ce moment que Benoît est entré en courant. Il avait dû s'inquiéter de ne pas me voir répondre au téléphone. « Léa, tout va bien ?» s'est-il exclamé en se plaçant devant moi pour faire écran. « Monsieur, quel que soit le problème, nous pouvons en discuter calmement. »« Et vous, vous êtes qui ?» a demandé l'homme sur la défensive. « Je suis le compagnon de Léa », a répondu Benoît. « Concernant la dette que vous évoquez, nous réglerons cela par les voies légales. Si vous continuez à faire du scandale, je me verrai contraint de contacter la police. » L'homme nous a jaugé du regard, puis a observé les clients présents. Il a fini par grommeler, « Très bien, nous nous reverrons devant le tribunal. » Il s'est détourné et a quitté les lieux. Benoît a refermé la porte derrière lui et m'a serré dans ses bras. Tu as dû avoir une peur bleue. Je me suis blotti contre lui, le cœur battant à tout rompre. J'avais fait bonne figure, mais j'étais terrifié en réalité. Je suis tellement soulagé que tu sois là, ai-je murmuré. Petite sotte, je t'ai dit que je te protégerais, a-t-il murmuré en me tapotant doucement le dos. C'était quoi cette histoire de dette? Je lui ai fait part de l'appel téléphonique de la police. Après m'avoir écouté, Benoît a froncé les sourcils. Ce misérable d'Antoine. Qu'est-ce qu'il a encore fabriqué? Je n'en savais rien. J'ai soupiré. Je pensais en avoir fini avec lui après le divorce. Je ne m'attendais pas à tout cela. Ne t'en fais pas, a dit Benoît. Je t'accompagnerai chez ton avocate demain. Vous êtes divorcés et vos biens ont été légalement partagés. Ces activités frauduleuses et ces dettes en Belgique ne te concernent en rien. J'ai hoché la tête, mais un sentiment d'inquiétude persistait en moi. Ce soir-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Les paroles de l'officier de police résonnaient dans mon esprit, « Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous avait jamais aimé, qu'il vous avait épousé uniquement dans le but de... » Dans quel but? Me voler mon argent? Oui, avait-il un autre motif caché? J'ai soudain pris conscience que dès le départ, je n'avais peut-être été qu'un simple pion dans son machination élaborée. Le lendemain, Benoît m'a accompagné pour rencontrer Maître Duval. Après avoir pris connaissance de toute l'histoire, elle a poussé un soupir de soulagement. Madame Miller, vous n'avez pas de raison de trop vous inquiéter. Tout d'abord, vous et Monsieur Evans êtes divorcés et votre patrimoine a fait l'objet d'un partage officiel. Ensuite, selon le droit matrimonial, toute dette contractée par un conjoint en son nom propre qui ne contribue pas aux besoins courants de la famille n'est pas considérée comme une dette ménagère solidaire. À moins que le créancier ne puisse apporter la preuve que cette somme a servi aux dépenses du ménage, à une activité commerciale commune ou qu'elle a été acceptée d'un commun accord par les deux époux. Et pour les 5 millions d'euros dont parlait cet homme, ai-je interrogé. Il lui appartient de prouver que cette dette a été contractée pendant votre union et qu'elle a servi à votre vie de couple, a précisé Maître Duval. À en juger par sa réaction, il lui sera probablement impossible de fournir une telle preuve. Et qu'en est-il des affirmations de la police selon lesquelles une partie de l'argent utilisé par Antoine pour acheter l'appartement en Belgique provenait de ses activités illégales? Ce bien a déjà été partagé lors du jugement de divorce, et la moitié m'a été attribuée. C'est exact, a confirmé Maître Duval en relisant le précédent jugement. Si les autorités souhaitent le saisir, elles devront prouver que vous étiez au courant et que vous avez pris part à ces activités frauduleuses. Dans le cas contraire, en tant que tiers de bonne foi, votre part de propriété reste protégée par la loi. À ces mots, j'ai enfin ressenti un grand apaisement. Maître Duval a toutefois nuancé, vous devez néanmoins rester sur vos gardes. Le dossier de Monsieur Evans est particulièrement grave, et il n'est pas exclu que d'autres créanciers tentent de vous solliciter. Je vous conseille de conserver précieusement tous vos documents, notamment l'acte de divorce et la convention de partage des biens. En cas de harcèlement, prévenez immédiatement les forces de l'ordre. J'ai acquiescé. C'est compris. Merci, Maître Duval. En sortant du cabinet, Benoît m'a pris la main. N'aie pas peur.
Je suis à tes côtés. J'ai posé les yeux sur lui, envahi par un sentiment de chaleur réconfortant. Durant les semaines qui ont suivi, d'autres personnes se sont présentées à ma porte en prétendant être des créanciers d'Antoine. Certains possédaient des reconnaissances de dettes, d'autres des relevés de virements bancaires. Tous affirmaient qu'Antoine leur devait de l'argent et exigeaient que je les rembourse. En suivant les recommandations de Maître Duval, je demandais à chacun d'entre eux d'apporter la preuve que cette dette avait été contractée pendant notre mariage et qu'elle avait servi à notre vie commune. Aucun n'y est parvenu. La plupart de ces emprunts avaient été contractés après notre divorce, et certaines reconnaissances de dette étaient de grossiers faux. J'ai tout consigné et transmis le tout à Maître Duval pour qu'elle s'en occupe, mais ces désagréments ont tout de même pesé sur mon quotidien. La fréquentation du salon de thé s'en est ressentie, car les scènes répétées effrayaient les clients qui finissaient par s'éloigner. Mon humeur s'est dégradée et je vivais dans une tension permanente, redoutant la survenue de nouvelles complications. Constatant ma détresse, Benoît en avait le cœur brisé. « Léa, pourquoi ne pas transférer le salon de thé dans un autre quartier ?» a-t-il proposé. « Ou peut-être le fermer temporairement le temps que la situation se tasse, pour mieux rouvrir ensuite. » J'ai secoué la tête. Non, je refuse de laisser le désordre causé par Antoine gâcher mon existence. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Je ne peux pas abandonner. Pas de mais, ai-je ajouté fermement. Il m'a déjà fait du mal une fois. Je ne le laisserai pas détruire ce que je possède aujourd'hui. Benoît m'a regardé avec une admiration évidente. Très bien, je te soutiens. Mais promets-moi de m'avertir si tu rencontres une difficulté que tu ne peux pas surmonter seul. Je te le promets. Un mois plus tard, un dénouement s'est enfin profilé. Des nouvelles nous sont parvenues de la police belge. L'affaire d'Antoine était bouclée, il était bel et bien coupable de fraude à l'investissement et de détournement de fonds à grande échelle, et il encourait de lourdes sanctions pénales. Les autorités ont également confirmé que je n'avais pas eu connaissance de ces activités frauduleuses et que j'en étais en réalité l'une des victimes. En conséquence, les actifs qui m'avaient été attribués lors du partage des biens du divorce ne feraient l'objet d'aucune saisie. À l'annonce de cette nouvelle, j'ai enfin poussé un immense soupir de soulagement. Maître Duval a également réglé les litiges avec les créanciers par le biais de procédures juridiques. Toutes ces dettes ont été reconnues comme étant purement personnelles à Antoine et sans lien avec moi. Progressivement, les importuns ont cessé de se manifester et l'activité du salon de thé a repris son cours normal. Mon existence retrouvait enfin sa tranquillité. Cependant, je savais que cette épreuve m'avait inculqué une leçon essentielle. Je pensais qu'un divorce marquait une rupture nette, mais le passé d'une personne trouve toujours un moyen d'influer sur son présent. Il me fallait faire preuve de plus de prudence et de vigilance à l'avenir. Ce soir-là, la police de Bruxelles m'a contacté à nouveau. Madame Miller, Monsieur Evans souhaiterait vous adresser quelques mots. Seriez-vous disposé à l'écouter? J'ai hésité un moment. Très bien. La voix d'Antoine s'est fait entendre, affaiblie et fragile. Léa. Vas-y, je t'écoute, ai-je répondu calmement. Je suis désolé, a-t-il dit. Je sais que je t'ai fait du tort. J'ai commis tant d'actes regrettables. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il poursuive. La vérité, c'est que je t'ai épousée avec une idée derrière la tête dès le départ, a avoué Antoine, la voix chargée de remords. J'ai vu à quel point tu étais naïve et gentille, et j'ai vu tes revenus réguliers. Je voulais t'utiliser pour prendre ton argent afin de financer mes investissements, mes affaires. Mon cœur s'est serré, comme piqué par une aiguille. Je m'en étais douté, mais l'entendre de sa propre bouche ravivait la blessure. Je pensais que je réussirais, a-t-il poursuivi. Je pensais pouvoir amasser beaucoup d'argent pour ensuite t'offrir une vie meilleure. Mais je me suis trompé. J'ai été trop cupide. Je n'aurais jamais dû me lancer dans cette collecte de fonds illégale. Je n'aurais pas dû abuser de la confiance de tant de personnes. Et pour ce qui est de Camille, ai-je interrogé. Camille? Elle a été une victime elle aussi, a répondu Antoine avec un rire amer. Elle s'imaginait que j'étais riche. Elle n'était avec moi que pour l'argent. Quand elle a découvert que j'étais un imposteur, elle m'a quitté. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Antoine, je sais que demander pardon ne sert à rien à présent, a-t-il dit. Je voulais simplement te dire que durant nos 5 années ensemble, même si j'avais des intentions cachées au début, j'ai fini par t'aimer sincèrement par la suite.
Mais j'ai été trop cupide, trop stupide, et j'ai tout détruit. J'ai rouvert les yeux et j'ai dit calmement, Antoine, sais-tu ce qui m'a fait le plus de mal? Ce n'est pas que tu aies pris mon argent. C'est que tu te sois joué de mes sentiments. Pendant 5 ans, je t'ai considéré comme la personne la plus importante de ma vie. J'avais confiance en toi, je dépendais de toi, je t'aimais. Et toi alors? Tu m'as traité comme un simple outil, un pion à utiliser. Je le sais, a-t-il admis, la voix trahissant sa souffrance. Mais je dois aussi te remercier, ai-je ajouté. Merci de m'avoir montré ton vrai visage, ce qui m'a permis de limiter les dégâts à temps. Sans cela, j'aurais pu rester toute ma vie cette fille naïve et crédule. Léa. C'est la dernière fois que nous nous parlons, les jeux interrompus. Désormais, nos chemins se séparent définitivement. J'espère que tu mettras à profit ton temps en prison pour réfléchir à tes actes et devenir quelqu'un de meilleur. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone. Après cet appel, je suis resté pensif sur le canapé. Benoît est venu s'asseoir près de moi. Es-tu encore triste? J'ai secoué la tête. Pas triste, juste un peu nostalgique. Nostalgique de quoi? De ces 5 années. Nostalgique d'avoir aimé quelqu'un qui n'en valait pas la peine, ai-je répondu. Mais je ne regrette pas cette expérience. Elle m'a permis de grandir. Elle m'a rendue plus forte. Benoît a pris ma main. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, Léa? C'est ta capacité de résilience. Tu as traversé tant de souffrances, mais tu ne t'es pas laissé abattre. Au contraire, tu es devenue plus indépendante, plus courageuse. J'ai posé mon regard sur lui, ressentant une vague de chaleur envahir mon cœur. Benoît, merci d'avoir été à mes côtés à chaque instant, ai-je dit. Je ne pense pas que j'aurais pu surmonter tout cela sans toi. Petite sotte, nous formons un couple. C'est tout à fait naturel, a-t-il répondu. Et c'est plutôt à moi de te remercier de me donner l'opportunité de prendre soin de toi et de t'aimer. Ce soir-là, nous avons longuement discuté. Nous avons évoqué le passé, le présent et l'avenir. Benoît m'a confié qu'il souhaitait m'épouser pour fonder un foyer. Je lui ai répondu que j'y étais disposé, mais que j'avais besoin de temps. Je voulais m'assurer qu'il m'aimait sincèrement, et non pas simplement par pitié ou par désir de me venir en aide. Il a assuré qu'il comprenait parfaitement et qu'il saurait patienter le temps nécessaire. À cet instant, j'ai enfin saisi la nature du véritable amour, ce n'est pas une tempête passionnelle, mais un cours d'eau calme et régulier. Ce n'est pas une question de possession et de contrôle, mais de respect et de compréhension réciproque. Ce n'est pas exiger de l'autre qu'il change pour vous, mais l'accepter tel qu'il est. 6 mois plus tard, l'activité du salon de thé était florissante. J'ai recruté 2 employés, Chloé, une jeune diplômée universitaire, et Marie, une femme d'une 40aine d'années. Chloé apprenait très vite et Marie se montrait particulièrement travailleuse, maintenant l'établissement d'une propreté exemplaire. Grâce à leur aide, mon quotidien est devenu bien plus léger. J'ai commencé à disposer de plus de temps pour moi-même. Je me suis inscrite à un cours de photographie, découvrant le plaisir d'immortaliser des tranches de vie à travers un objectif. Je me suis également mise à l'écriture. J'ai rédigé des textes basés sur mes propres expériences et les ai soumis à plusieurs magazines de mode de vie. À ma grande surprise, quelques-uns de mes articles ont été publiés, et j'ai reçu de nombreux courriers de lectrices. Beaucoup d'entre elles partageaient des vécus similaires, blessées dans leur mariage et incertaines de la marche à suivre. J'ai répondu à chaque lettre pour les encourager à faire preuve de courage et à faire leur propre choix. Je leur écrivais qu'une femme n'a besoin de personne pour mener une vie épanouie. Je leur disais que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec, mais une véritable renaissance. Je leur répétais que pour trouver le bonheur véritable, il fallait d'abord apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même. L'hiver dernier, Benoît m'a demandé en mariage. Il m'a emmené faire une promenade sur une plage de Normandie. Le froid de l'hiver était vif, le vent cinglant, mais mon cœur était brûlant. Nous marchions le long du rivage, observant nos empreintes de pas apparaître puis s'effacer au gré des vagues. Léa, s'est soudainement arrêté Benoît en se tournant vers moi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé avec curiosité. Et a posé un genou à terre, a sorti un petit écrin de sa poche et l'a ouvert pour dévoiler une bague sertie d'un diamant. Léa Miller, veux-tu m'épouser, a-t-il demandé en me regardant dans les yeux.
Je sais que tu as vécu un mariage douloureux et je sais que tu as des craintes, mais je tiens à ce que tu saches que je ne suis pas Antoine. Je passerai ma vie entière à t'aimer, à te protéger et à te rendre heureuse. Je ne te mentirai jamais, je ne te trahirai jamais, je ne te ferai jamais de mal. Je souhaite simplement parcourir le reste de mon chemin à tes côtés. Je l'ai contemplé, des larmes coulant sur mes joues. Benoît, ai-je dit d'une voix nouée. Si tu n'es pas prête, je peux attendre, a-t-il proposé. Peu importe le temps nécessaire, j'attendrai. J'ai secoué la tête et j'ai souri à travers mes larmes. Ce n'est plus nécessaire d'attendre. Je suis prête. Il s'est relevé avec enthousiasme, a glissé la bague à mon doigt et m'a serré chaleureusement contre lui. Le vent soufflait fort et les vagues se fracassaient sur le rivage, mais nous restions enlacés comme deux arbres entrelacés que rien ne pourrait plus séparer. Notre mariage a été simple. Nous n'avons convié que nos parents et amis les plus proches. Pas de lieu somptueux, pas de rebord de prix, simplement les vœux les plus sincères. Ma mère m'a pris la main, les yeux embués de larmes. Léa, je suis si heureuse de te voir enfin épanouie. Je suis heureuse, maman, ai-je souri. Benoît est un homme bien, tu dois prendre soin de lui, a ajouté ma mère. Je le ferai. Lors de la cérémonie, Benoît m'a dit, Léa, merci de m'avoir épousée. Je te promets de passer ma vie entière à t'aimer et à faire de toi la femme la plus heureuse qui soit. J'ai posé mon regard sur lui, le cœur rempli d'amour. Je savais que cette fois-ci, j'avais fait le bon choix. Notre vie de couple est paisible et heureuse. Benoît se montre prévenant et attentionné. Il me masse quand je suis fatigué, prépare le dîner quand je suis occupé et me fait rire quand j'ai un coup de mou. Il respecte mon activité professionnelle et encourage mes projets. Il ne m'a jamais demandé d'abandonner mon salon de thé pour devenir femme au foyer. En réalité, il vient souvent m'y prêter main forte. Nous gérons l'établissement ensemble et nous planifions notre avenir d'un commun accord. Ce printemps, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais à la fois enthousiaste et anxieuse. Enthousiaste à l'idée d'avoir enfin mon propre enfant, et anxieuse quant à ma capacité à être une bonne mère. Benoît était encore plus ravi que moi. Il m'accompagnait faire des promenades quotidiennes, me concoctait des repas équilibrés et avait acheté une pile d'ouvrages sur la parentalité à étudier. Léa, à qui penses-tu que le bébé va ressembler, me demandait-il souvent. À toi, bien sûr, riais-je. J'espère que ce sera un garçon, charmant comme toi. Et moi j'espère que ce sera une fille, magnifique comme toi, répondait-il. Nous rêvions de notre avenir, de notre petite famille. La grossesse a été exigeante, mais j'étais heureuse. Je savais que cet enfant avait été conçu dans l'amour, symbole de mon union avec Benoît. Au cours de mon 5e mois de grossesse, j'ai reçu un courrier particulier. Il provenait de la mère d'Antoine. Dans cette lettre, elle me présentait ses excuses. Elle m'écrivait qu'elle regrettait de ne pas avoir su bien élever son fils et de m'avoir causé autant de souffrances. Elle ajoutait qu'Antoine se comportait bien en détention et qu'il s'efforçait de s'amender. Elle précisait qu'il lui avait demandé de me transmettre ses vœux sincères de bonheur. En lisant ces lignes, j'ai éprouvé un mélange d'émotions. Je n'avais pas de ressentiment envers sa mère. Elle était elle aussi une victime. Elle avait élevé son fils sans jamais imaginer qu'il s'engagerait sur une voie aussi sombre. Je lui ai répondu pour lui dire que j'avais tout pardonné, que j'étais très heureuse aujourd'hui et qu'elle ne devait pas s'en vouloir. Je lui écrivais également que tout le monde fait des erreurs et que l'essentiel est d'en tirer les enseignements nécessaires. J'espérais qu'Antoine mettrait à profit son séjour en prison pour réfléchir et qu'il entamerait une nouvelle vie à sa sortie. Après avoir envoyé ce courrier, j'ai senti un grand poids s'envoler de mes épaules. J'avais enfin tourné la page du passé. J'avais sincèrement pardonné à Antoine, et je m'étais pardonné à moi-même. L'automne dernier, notre bébé est né, une magnifique petite fille. Nous l'avons prénommée Clémence. Je souhaite qu'elle grandisse dans un climat d'amour et qu'elle mène une existence paisible et heureuse. En contemplant ma fille dans mes bras, j'ai repensé à la jeune fille naïve et crédule que j'étais autrefois. J'avais dû traverser tant d'épreuves pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je partagerai mon expérience avec ma fille. Je lui apprendrai à se protéger, à s'aimer, à distinguer le bien du mal. Je veillerai à ce qu'elle sache qu'une femme peut se montrer douce sans pour autant être faible, gentille sans être crédule, aimante, mais qu'elle doit avant tout s'aimer elle-même. À présent, mon quotidien est bien rempli et heureux.
Je me réveillais, je m'occupais de ma fille, je la nourrisais, je la changeais et je jouais avec elle. Lorsqu'elle dormait, je me rendais au salon de thé pour apporter mon aide. Même avec un enfant, je n'ai pas renoncé à mon activité professionnelle. Benoît se montre d'un grand soutien. Il répète toujours qu'une femme ne devrait pas avoir à renoncer à ses aspirations sous prétexte qu'elle se marie et a des enfants. L'après-midi, j'emmène Clémence au parc. Le soir, nous dînons tous les trois ensemble en échangeant sur notre journée. Cette vie tranquille correspond en tout point à ce dont j'avais toujours rêvé. Le mois dernier, l'établissement a organisé une rencontre spéciale. J'ai invité plusieurs femmes ayant traversé des expériences similaires à venir partager leur parcours. Certaines venaient de divorcer et luttaient encore contre la douleur. D'autres hésitaient encore, incertaines quant à l'opportunité de quitter leur conjoint. D'autres enfin avaient déjà franchi le pas et entamé une nouvelle vie. J'ai partagé mon histoire. Je leur ai dit que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec, mais une véritable renaissance. Je sais que c'est douloureux. Je sais que vous vous sentez perdu en ce moment, ai-je déclaré. En même temps, croyez-moi, la souffrance n'est que temporaire. Si vous faites ce choix courageux, vous découvrirez qu'un monde magnifique vous attend. Mais j'ai peur, a confié une jeune femme. J'ai peur de me retrouver seule. Mieux vaut être seul que mal accompagné dans un mariage malheureux, ai-je répondu. Et qui a dit que divorcer signifiait rester seul? Vous pouvez compter sur vos amis, votre travail, votre propre vie, et vous pourrez retrouver l'amour auprès de quelqu'un qui vous aimera sincèrement. Es-tu heureuse à présent, a interrogé une autre participante. J'ai posé le regard sur Benoît, qui se tenait près de l'entrée, serrant notre fille contre lui tout en m'adressant un sourire chaleureux. Très heureuse, ai-je souri. Bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé. À l'issue de la rencontre, de nombreuses personnes sont venues me remercier. Elles m'ont confié que mon parcours leur avait donné la force de faire face à leur propre existence. Elles m'ont dit que je leur avais redonné espoir, en leur montrant qu'une femme peut mener une vie magnifique de manière tout à fait autonome. J'étais ravi que mon vécu puisse s'avérer utile à d'autres. C'est peut-être là tout le sens de la douleur, elle nous fait grandir et nous permet d'accompagner les autres dans leur propre cheminement. Cette année marque le 5e anniversaire de mon divorce. Durant ces 5 années, j'ai traversé bien des étapes. Je suis passé d'une femme dépendante à une femme autonome et forte. D'une victime blessée, je suis devenu un repère pour les autres. D'une divorcée sans repère, je me suis transformé en une épouse et une mère épanouie au sein d'une famille heureuse. Et tout cela grâce à cette unique décision courageuse que j'ai prise autrefois. Si je n'avais pas transféré cet argent de manière décisive et demandé le divorce après avoir accompagné Antoine à l'aéroport, je serais peut-être encore en train de vivre dans le mensonge, à attendre un homme qui ne reviendrait jamais. La semaine dernière, j'ai assisté à un séminaire consacré à l'indépendance et à l'épanouissement des femmes. L'intervenante était une auteure reconnue qui partageait de nombreux récits d'émancipation féminine. En l'écoutant, je me suis senti profondément inspiré. J'ai levé la main pour m'exprimer. J'aimerais partager mon histoire, ai-je dit. Il y a 5 ans, j'ai divorcé. À l'époque, tout le monde prétendait que je faisais preuve de folie, d'impulsivité, et que je finirais par le regretter. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, je peux affirmer avec fierté que je n'ai aucun regret. Divorcer a été la meilleure décision de ma vie. L'auditoire a applaudi chaleureusement. Le divorce m'a permis de me retrouver, ai-je poursuivi. Dans mon mariage, je m'étais oublié, j'avais perdu mes aspirations et ma capacité à penser de manière indépendante. Je donnais tout à mon mari en pensant que c'était cela l'amour. Mais j'ai compris qu'un amour dans lequel on s'oublie soi-même ne repose sur rien de solide. C'est pourquoi je tiens à dire à toutes les femmes présentes, qu'elles soient célibataires, en couple ou mariées, veillez à ne jamais vous oublier. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous devez avant tout vous aimer vous-même. Vous pouvez vous investir pour l'autre, mais sans jamais perdre votre identité, car ce n'est qu'en étant forte et indépendante que l'on accède au bonheur véritable. La salle a de nouveau applaudi chaleureusement. À la fin de la séance, plusieurs personnes se sont approchées pour en savoir plus sur mon parcours. C'est avec plaisir que j'ai partagé mon expérience. J'espère qu'elle pourra aider d'autres femmes à apprendre à s'aimer, à se respecter et à se protéger. Hier soir, ma fille a prononcé le mot « maman » pour la première fois. J'en ai pleuré de joie. Je l'ai serrée fort contre moi et j'ai murmuré dans mon cœur « ma petite,
maman t'aimera et te protégera toujours. Je t'élèverai dans un climat d'amour, et tu grandiras pour devenir une fille indépendante, forte et bienveillante. Benoît s'est approché et nous a enveloppés de ses bras. Nous la protégerons ensemble. Je me suis appuyé contre son épaule, contemplant ma fille dans mes bras, le cœur débordant de bonheur. C'est exactement l'existence dont j'avais toujours rêvé, un mari aimant, une fille magnifique, mon activité professionnelle et mes propres amis. Je n'ai plus besoin de dépendre de personne. Je peux mener ma vie de manière autonome et selon mes propres choix. Cette histoire touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain récit.